En 20 ans d'existence, la carte à puce a conquis plus de 200 millions d'utilisateurs. Ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière la trappe du distributeur, derrière le lecteur de cartes, la petite puce de cuivre nous connecte à un gigantesque réseau mondial d'informations. Aujourd'hui, Roland Moreno, son inventeur, s'interroge sur les conséquences de la géniale intuition qu'il a eue un soir de 1974. C'est venu comme ça, je suis tombé sur ma chaise, j'ai pris un bloc et puis j'ai fait le premier schéma. Une puce, un signal et une porte qui s'ouvre. Juste après, 10 secondes plus tard, ça devenait un petit coffre-fort électronique dans lequel les choses viennent s'enregistrer. Et notre vie quotidienne a changé beaucoup à cause de ça. Prenons un gars, supposons, appelons-le Dario, et imaginons... Oui, bon, on l'appelle Dario, hein. Imaginons une journée de ce mec-là. Il vient d'embrasser sa femme, et bon, il la laisse là, puis il prend la bagnole, et on va le suivre. La carte à puce, en particulier bancaire, peut se révéler être un véritable mouchard qui gardera en mémoire chaque paiement de la journée. Par exemple, il part en week-end avec sa maîtresse, il va sans doute prendre de l'essence. Et un juge d'instruction qui, sur commission rogatoire, veut absolument reconstituer l'itinéraire de quelqu'un, c'est vrai, doit pouvoir avoir accès assez facilement, parce que le secret bancaire n'est quand même une douce plaisanterie, aux facturettes, carte bleue du gars qu'il suspecte, et voir que par exemple il a pris de l'essence à tel endroit, il a payé tel péage, etc. Bon, le terrorisme, par exemple, nous a habitués à ce que la police ou la justice emploie les grands moyens lorsque c'est nécessaire. Alors, ce qui est gênant, c'est quand les grands moyens sont employés un peu plus tôt que lorsque c'est strictement nécessaire. Outre le montant, la puce mémorise l'heure, le lieu de l'achat. Vous tapez votre code, s'il vous plaît ? La fiabilité du système fait qu'aujourd'hui, le simple règlement d'un plein d'essence peut devenir une pièce à conviction au cours d'une enquête. De plus, la mondialisation des réseaux informatiques abolit dans ce domaine toute frontière. S'ils prennent l'avion pour partir à l'étranger. Là, c'est un autre phénomène qui intervient, c'est le caractère mondial du réseau mondial de cartes, qui s'appelle Visa. Et c'est ce qui permet donc une transaction qu'on fait n'importe où dans le monde, à Hong Kong, à Sydney, à Miami, soit faite avec les mêmes gestes, avec le même objet, avec le même protocole qu'en France. Tout ça transite par satellite, câble sous-marin, faisceau hertzien, tout ce qu'il faut pour arriver à la fin à la compensation. Mais malheureusement, l'inconvénient de l'avantage, c'est que c'est évidemment totalement centralisé. Le téléphone, d'apparence si inoffensive, peut se révéler être dans certains cas un redoutable témoin à charge, surtout si, comme ici, il est utilisé avec une carte à puce personnalisée du type carte bancaire. Allô chérie ? Oui, c'est Dario. Écoute, tout va bien, oui. Je décolle dans 5 minutes. Dario téléphone parce qu'il a les moyens avec sa carte bleue. Je dis parce qu'il a les moyens parce que c'est un coup de fil qui va lui revenir à 11 francs. Pourquoi ? Parce qu'un prélèvement sur un compte bancaire, ça coûte à peu près 10-11 francs. Donc on le fait que dans des cas exceptionnels. Donc c'est typiquement le touriste qui arrive à l'aéroport et qui téléphone d'urgence à sa famille pour dire que l'avion n'est pas tombé. Bon. Donc il passe un coup de fil. Alors là, on est complètement dans le cas de figure d'un paiement d'une paire de chaussures, d'une caméra, de n'importe quoi qu'on paye avec sa carte Visa. C'est-à-dire que toutes les données sur l'identité bancaire de Dario sont transférées, acheminées, la totalité. Ce qui ne correspond pas exactement à ça dans le cas de la télécarte. Télécarte et carte bancaire ont en commun la puce de Moreno, mais l'une laisse des traces, l'autre non. La différence fondamentale est celle-ci. La télécarte est rigoureusement anonyme, elle ne comporte aucune information sur le porteur, et par conséquent, la seule information que, par exemple, les télécoms pourraient détenir sur cet appel, c'est uniquement le numéro d'appel de la cabine et le numéro destinataire, si elles le veulent, si elles ont mis en place tous les moyens pour ça. Donc, dans un cas, c'est un appel totalement anonyme, dans l'autre cas, c'est un appel nominatif.
Le stockage des données dépend bien sûr de l'utilisation qu'on veut en faire. Si par exemple on collecte des informations sur une personne qui aurait commis une infraction, il paraît logique de conserver les données pendant tout le temps où des poursuites peuvent être exercées, mais plus après. En ce qui concerne les communications téléphoniques, garder l'information tant que la facture n'est pas réglée par le client, ça paraît aussi logique, puisqu'il faut qu'il puisse vérifier qu'on ne lui fait pas payer une communication téléphonique qu'il n'aurait pas lui-même passée. Au-delà de ce moment-là, la durée de conservation n'est pas justifiée. Cela dit, un texte réglementaire permet à France Télécom de conserver l'ensemble de ces informations pendant une durée d'1 année. Le téléphone est de loin le plus gros vecteur de communication informatique et le réseau téléphonique mondial est de très loin la plus grosse infrastructure qui existe. L'homme n'a jamais créé d'infrastructure aussi phénoménale que celle du téléphone. Le réseau téléphonique mondial, avec ses satellites, ses fibres optiques, constitue la base idéale pour la mise en place d'une société totalement informatisée. Les spécialistes parlent de système Big Brother. Les ingénieurs mettent au point des systèmes polyvalents comme le Visiopass des télécoms. Ces systèmes permettront, à partir d'un seul appareil, l'accès à tout le réseau, qu'il soit bancaire, informatique ou télévisuel. La télévision à péage n'est peut-être pas aussi anodine qu'elle en a l'air. J'installe la carte à puce. Et puis donc, vous voyez, au bout de quelques instants, j'ai l'image qui est désembrouillée. L'information détaillée de la chaîne sur les consommations de ses clients, de ses téléspectateurs consommateurs, peut être utilisée aussi par la chaîne pour en déduire des profils de consommateurs ou des comportements devant son poste de télévision. Et d'ailleurs, il existe en développement une version de Visiopass qui sera utilisée pour faire spécialement de la mesure d'audience. Big Brother évoque l'idée de quelqu'un qui est derrière les écrans et qui surveille tout ça. Alors d'abord, c'est pas possible parce qu'il faudrait des millions d'écrans et des millions d'espions pour regarder tout ce qui se passe. Mais le Big Brother, c'est quand même la capacité qui reste en cas d'opération exceptionnelle. Il y a toujours le prétexte d'une opération exceptionnelle. Donc là, Dario sort de l'autoroute et ça va être le moment de payer. C'est-à-dire que, bon, si c'est un citoyen moderne et tout, il va payer avec sa carte. Ça n'a pas de sens de déclencher une telle orgie informatique pour payer 5 francs. Bonjour. Ce genre de renseignement nous permet à nous de recueillir des éléments de preuve. C'est-à-dire que partant des informations qui nous sont communiquées, on remonte la filière, on l'exploite et par le canal de l'investigation traditionnelle, on arrive à dénouer tel ou tel problème. Il nous arrive aussi, si vous voulez, dans le cas par exemple d'une personne disparue qui a pu utiliser un moyen de paiement électronique, de retrouver des traces qui nous permettent de remonter la filière et d'arriver enfin à découvrir le lieu où se cache actuellement la personne. En fait, ces informations peuvent être capitales. La puce, elle est grande, elle fait 1 mm², elle est grande comme ça. Et on l'assemble sur une surface grande comme ça, avec les contacts dorés. Et puis voilà ce que les gens appellent communément la puce, mais qui en réalité que le module. Hein. Donc, c'est pas très important, mais le fait est que la puce est beaucoup plus petite. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la puce? Il y a une mémoire. Voilà, la mémoire, c'est le truc vert, ici, qui est une mémoire d'ordinateur classique, de toute petite capacité, et on peut lire et écrire ce qu'on veut dedans. Sauf, donc, dans cette zone, on vient faire sauter ce fusible, et là, la carte entre dans la vraie vie. Avant, elle est en usine, c'est pas la vraie vie, mais à partir de ce moment-là, elle devient protégée, c'est-à-dire que cette petite circuiterie de sécurité devient active. Avant, elle n'est pas active. En réalité, ça ne suffit pas complètement, et ça, j'y ai pensé en 78, 4 ans après l'invention. Je me suis aperçu qu'en réalité, cette puce qui est là-dessous,
on pourrait peut-être bien la mettre en dehors. Pourquoi est-ce qu'un fraudeur se gênerait pour la mettre en dehors? Comment éviter la fraude qui consiste à faire une carte de ce genre? Voilà une fausse carte qu'un de mes collègues a fait il y a 7 ans pour illustrer ce phénomène. Voilà une carte dont il a arraché la puce, il a extrait les fils, on les voit courir là au verso, et là, il a reconstitué la logique de sécurité. Voilà la logique et voilà la mémoire. Et ça rentre dans un Publiphone et on téléphone gratuitement. Quand la mémoire est pleine, on l'efface et on en remet une nouvelle. Parce que, bien sûr, on n'est plus sous le contrôle de France Télécom. Pourquoi traquer impitoyablement les fraudeurs? C'est pas pour les emmerder, mais ce sera normal que dans l'administration de France Télécom, un ingénieur dise, mais dites donc, on pourrait frauder de telle façon. Alors, à ce moment-là, on lui sort donc un nouveau perfectionnement. En l'occurrence, je l'avais réalisé avec ce prototype qui montrait comment une carte doit être avalée par le connecteur. L'électronique du terminal ou du Publiphone va chercher dans la mémoire une information qu'elle attend et ne se met en marche que si le terminal a trouvé cette information. Donc, ce brevet décrit comment un fraudeur pourrait introduire un appareil avec des fils au bout qui vont contenir l'électronique. Alors, il faudrait une guillotine qui coupe les fils, ou qui, si la guillotine n'arrive pas à les couper, ça signifie qu'ils sont épais, et donc on va détecter que la guillotine n'est pas arrivée en fin de course, et on va empêcher le système de fonctionner. Voilà la raison de cette démarche. Vous pouvez le voir, par exemple, sur cette petite télé, ça a changé les comportements des gestes de la vie vraiment quotidienne. Par exemple, parler au téléphone. On ne parle plus au téléphone dans une cabine comme auparavant. Auparavant, on avait une pièce qui permettait une communication d'une très courte durée. Donc on était raide, on était rigide. Maintenant, il n'y a qu'à regarder les gens dans les cabines. D'abord, les cabines sont pleines. Et puis, téléphone très relax. Alors, bien sûr, c'est tout bénéfice pour France Télécom, parce que plus on téléphone, plus on gagne de l'argent, vu par eux. Les cartes à puce touchent à présent presque tous les secteurs de l'économie. À terme, c'est une suppression pure et simple de l'argent papier qui est envisagée. La puce devient alors un véritable porte-monnaie que l'on recharge électroniquement avec, par exemple, son salaire. Il y a une étude qui s'appelle le porte-monnaie électronique qui permettrait d'utiliser des cartes à mémoire pour virer une somme en espèces et qui permettrait ensuite d'aller chez un commerçant et d'acheter tel ou tel objet de manière tout à fait anonyme. Ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la personne ne verra pas collecter sur son compte les informations qu'on collecte aujourd'hui, c'est-à-dire où elle a acheté et ce qu'elle a acheté. Ce sont des projets sur lesquels nous travaillons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes vous-même client d'un service de télévision à péage, vous pourrez utiliser la fente du lecteur de carte pour mettre une autre carte à puce, et puis en téléphonant par exemple à un serveur téléphonique ou avec votre Minitel à votre banque par exemple, vous pourrez demander le rechargement de votre porte-monnaie électronique qui utilisera le réseau de diffusion de la télévision pour transporter les données nécessaires pour cela jusqu'à votre domicile. L'avenir appartient à la carte à puce. Les enfants des écoles s'en servent au quotidien. Pour eux, c'est un geste naturel. Dis-moi, tu es libre de choisir ce que tu veux? Non, parce que c'est ma mère qui me dit qu'il faut que je reste à l'étude, à la cantine aussi. C'est pas bête leur idée. Ici au Moulineau, ils disent les enfants, c'est pas un milieu où il faut de l'argent, de la monnaie. Supprimons l'argent dans l'école et ça va aller mieux. D'abord, il n'y aura plus de raquettes, parce que la raquette est un véritable phénomène. Des dizaines de dirigeants d'établissements me l'ont dit. Le raquette, ça existe, quoi. Le raquette des mômes. Et puis d'autres petits phénomènes plus subtils, par exemple la différenciation sociale entre les enfants, appelons-les normaux, et puis les enfants aidés par la DAS, aidés par la municipalité. Ils ont des coupons pour la cantine, ils ne sont pas de la même couleur. Bon, en mettant une carte pour tous les enfants sont indifférenciés socialement. Moi, je trouve que c'est un bénéfice. C'est une carte qu'on appelle poussée comme ça.
On a pris ça pour être plus pratique. Avant, on avait des tickets de cantine qu'on donnait à la maîtresse. Dans une carte puce, il y a une puce qui donne la mémoire pour nous inscrire dans la cantine et dans l'étude. Et quand on la met dans l'eau, la mémoire, elle nous inscrit plus, elle nous fait des erreurs. Et puis on ne peut plus y aller à la cantine et à l'étude. À Issy-les-Moulineaux, ce système de cartes personnalisées distribué par la mairie équipe déjà 22 écoles, ainsi que la plupart des équipements, piscines, bibliothèques, maisons de retraite et prochainement les parcs-mètres. C'est toute la vie de la cité qui s'informatise. Nous n'aurons pas, je crois, d'atteinte à la vie privée. Bien sûr, quand il y aura le parc-mètre, on pourra prouver que votre voiture était à tel endroit à telle heure. Mais ce n'était peut-être pas vous qui conduisiez la voiture et votre carte aura pu être utilisée par votre époux ou votre conjoint. Donc, je ne vois pas très bien... Très sincèrement, nous ne prenons que des éléments de la vie quotidienne sans importance. Et encore une fois, le contrôle de la Commission Informatique et Liberté est permanent. Mais le problème, de manière générale, c'est que ces nouvelles technologies qui se développent très très rapidement et d'une manière absolument extraordinaire, on peut se demander ce que sera le monde dans lequel vivront nos enfants dans 20 ans ou dans 30 ans. C'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, il y a toujours une justification, soit d'ordre économique, pour promouvoir une nouvelle technologie, soit d'ordre sécuritaire. Pourquoi est-ce qu'on installe des caméras de vidéosurveillance? Ça peut être pour surveiller des malades dans un lit d'hôpital, mais ça peut être aussi parce qu'on se dit qu'à tout moment, une infraction est susceptible d'être commise quelque part et qu'il faut pouvoir intervenir et qu'ensuite ça servira de preuve au moment du procès. Et cette logique, on la retrouve pratiquement dans tous les cas où une technologie nouvelle qui permet de surveiller les gens ou de savoir où ils sont, est proposée, est inventée et est mise à la disposition des personnes. Est-ce que les personnes sont conscientes de cela? Allez, on ferme la gare, faut sortir. Les exclus ne seront pas oubliés. Certains architectes proposent d'installer sur les terrains vagues des grandes villes des gîtes appelés balises de survie. Pour y accéder, les SDF devront avoir eux aussi leur carte à puce personnalisée. Dormir, ouais. Que font-ils? Ils se présentent au bureau d'aide sociale en disant « je souhaite une domiciliation ». On leur donne à ce moment-là une carte à puce. Pour ça, ils sont bien obligés de décliner leur identité. On ne pouvait pas considérer que cet endroit devienne le lieu de la clandestinité, de la criminalité, de la vente de drogue, que sais-je. Donc il fallait contrôler l'accès, c'était indispensable. C'est une sorte de nouvel outil de sédentarisation. Jusqu'à maintenant, être sédentaire, être sédentarisé, c'était pouvoir montrer un titre de propriété ou un titre de location. Or là, pour être sédentarisé, il faut être branché. Ensuite, que va devenir l'utilisation de cette carte? Eh bien, je pense que c'est les mêmes questions qui sont posées avec toutes les autres cartes qui ont de la mémoire et qui prennent l'identité de quelqu'un. C'est évident. Et j'ai pas de réponse pour ça. Des cartes, en voilà une. Le PIAF, alors là, c'est vraiment un réel progrès dans la vie quotidienne. Donc c'est un parc-mètre qu'on suspend au tableau de bord, au rétroviseur. La carte est prépayée, on insère la carte, on suspend ça au tableau de bord. Là, c'est pas mal de déléguer ça à une machine qui va dire « je le prends déjà ». Par contre, dans la voiture électrique, ça c'est bien. C'est une association entre EDF et Westinghouse. Westinghouse qui est le géant mondial des batteries et des accumulateurs, etc. La voiture électrique, c'est un problème d'accumulateur. Comment recharger sa voiture électrique? Alors, à Lyon, tourne depuis déjà peut-être 1 an, une opération pilote. Il y a des voitures électriques dans la ville. On les recharge avec une carte qui contient non pas d'unité téléphonique, mais des kilowattheures. Donc, on branche sa voiture sur une borne, on insère sa carte et la carte est débitée, c'est une carte de paiement bien sûr, de kilowattheures. Bon, Dario vient de payer avec sa carte bleue. Il est dans un certain restaurant. Un peu clandestin, puisqu'il était avec sa maîtresse. Comment est-ce qu'on pourrait éviter que cette information ne soit utilisée de façon immorale? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le propre de l'électronique et de l'information invisible.
Elle est donc immédiate. Une opération électronique, quelle qu'elle soit, prend 1 millième de seconde. Et elle est invisible à l'œil, notamment à l'œil. Et même avec de puissants microscopes, déjà, on ne voit pas grand-chose. On pourrait très bien imaginer qu'une chaîne d'hôtels attire sa clientèle en disant « Chez nous, pas de trace de vos appels téléphoniques. Vous payez votre facture, vous vérifiez vos appels, et nous avons un bouton. Vous appuyez vous-même sur le bouton, et ça s'efface sur le disque. » En réalité, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire, mais personne ne pourrait garantir qu'il n'y a pas une petite bretelle minuscule dans le circuit du bouton ou dans l'ordinateur qui, juste avant l'effacement, dérive les informations vers quelque chose d'autre, par exemple une antenne, par exemple une minuscule mémoire de même dimension que les autres mémoires de l'ordinateur et qui va les garder, tout en les effaçant dans la mémoire principale. Ça, c'est le propre de l'électronique et on n'y coupera pas. Il n'y a pas d'expert capable de garantir qu'un tel appareil est un appareil honnête qui tient sa promesse. Ça peut foutre un peu le vertige parce que, d'une part, c'est, par exemple en France, c'est national, c'est une décision nationale, on doit payer avec la carte à puce. À l'étranger, c'est pas encore très carte à puce, mais ça y vient. Mais de toute façon, c'est carte magnétique, donc c'est carte. Donc là, le vertige peut venir, pour les connaisseurs seulement, du pouvoir que détiennent les informaticiens, qui sont des gens d'ordre, qui aiment bien les choses bien alignées. Et il faut lutter contre absolument cette tendance, parce que c'est elle qui amène petit à petit, on connaît tous la formule, une bonne police, c'est d'abord une bonne mémoire, qui amène petit à petit la police, la justice à s'intéresser à ça. De la caisse de supermarché au parc-mètre personnalisé, chaque utilisation de la carte à puce est enregistrée, mémorisée. Par ces réseaux et ces connexions, l'informatique entame notre vie privée et notre anonymat. À l'heure où le contrôle des fichiers et leur éventuel piratage ne relèvent plus de la science-fiction, notre confort de consommateur est peut-être en train de grignoter nos libertés individuelles.